Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et j'accompagne les particuliers et les entreprises dans leur gestion de carrière. Ce qui me passionne avant tout, ce sont les parcours atypiques. Je suis convaincu que faire les bons choix professionnels, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. La mission de ce podcast, c'est de moderniser la gestion de carrière, avec des invités et des conseils qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Ça y est Claude, nous sommes en direct. Nous sommes en direct, super. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode de Trouver sa voie. Aujourd'hui, on va parler retraite, on va parler argent. C'est bien, en France, c'est un sujet tabou, on va essayer de casser un peu ce tabou-là. Donc je suis très heureux d'avoir avec nous Claude Castanet, qui est consultant en retraite et qui vient de se connecter. Merci, bonjour à tous, bonjour Alban. Bienvenue à tous ceux qui vont nous rejoindre sur ce live. Vous pouvez participer, vous pouvez poser des questions bien sûr, et ça se passe sur LinkedIn. Les lives maintenant sont uniquement accessibles sur LinkedIn et non plus sur YouTube. Pourquoi est-ce que j'ai voulu inviter Claude au micro? Pourquoi est-ce que j'ai voulu parler de ce sujet? C'est parce que j'ai le sentiment que on est tous plus ou moins intéressés par la retraite. Plus on avance en âge, plus on le devient. Et que souvent, le sujet de tout le monde, c'est à quel âge est-ce que je vais partir? Et d'ailleurs, d'un point de vue politique, les grands débats sont sur l'âge de départ, 62, 64 ans, etc. Et au fond, quand j'ai commencé à avoir autour de moi des personnes qui étaient en âge de partir à la retraite, je me suis rendu compte que leur retraite était très faible, même quand ils avaient eu des gros revenus. Et ça m'a posé la question, en fait, le sujet, est-ce qu'il est au niveau de l'âge ou est-ce qu'il n'est pas beaucoup plus bêtement au niveau du montant? Et je me suis aperçu que moi-même, j'avais aucune idée du montant réel qu'on va potentiellement avoir à la retraite. Est-ce que ça suffira pour vivre? Et est-ce que ce montant qui est au final assez faible par rapport au montant des revenus qu'on aura eu dans sa carrière, en tout cas c'est mon impression, c'est sur ça que j'ai voulu faire la lumière aujourd'hui en disant le vrai sujet de mon point de vue, c'est plutôt le montant que l'âge. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour se préparer à ça? Déjà pour avoir une idée du montant, pour se préparer, pour avoir des stratégies, pour avoir un peu plus de clairvoyance sur les bonnes pratiques et pour se préparer à ce petit delta, en fait, ou ce gros delta entre ce qu'on était habitué à gagner et ce qu'on gagnera à la retraite. Pour toutes ces raisons, j'ai cherché une personne qui pourrait répondre aux questions. Et donc, Claude, t'aimes pas te définir comme un expert, mais tu connais quand même bien ton rayon là-dessus. Et il va pouvoir nous éclairer. Et donc, une fois de plus, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Mais c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Et Claude, je te propose tout simplement peut-être de te présenter. Quelle a été ton histoire en 2 mots? Et puis, qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé à travailler ce sujet-là de la retraite et à en faire ton métier? Alors, en 2 mots, on va essayer. J'ai deux carrières, enfin j'en ai 3 depuis maintenant presque 1 an. Une carrière en tant qu'ancien militaire, une carrière dans l'industrie pharmaceutique où j'ai eu des postes à responsabilité et où j'ai été assez rapidement confronté au départ de collaborateurs qui étaient en âge de partir, mais qui n'avaient aucune visibilité, que ça soit lors de plans social, que ça soit lors de départ volontaire, d'une pré-retraite, des choix de société, des choix d'entreprise, mais il fallait accompagner ces personnes-là. Et j'ai trouvé que c'était quand même assez léger les informations dont on disposait, à la fois les services de ressources humaines et à la fois les managers, puisqu'on avait très peu d'infos sur les méthodes ou les manières ou ce qu'on pouvait amener aux collaborateurs pour quitter l'entreprise intelligemment et on va dire tranquillement, sereinement. Voilà, sereinement. Et il y a un vide sidéral. Et mon âge, 52, 53 ans, il y a quelques années, j'ai commencé à m'intéresser à la retraite. Et vous allez voir tout à l'heure, je vais vous dire que c'est quand même super tard, 52, 53 ans. Mais je m'y suis intéressé là. J'ai eu la chance de rencontrer un expert retraite qui m'a dit, tu sais, Claude, à 52, 53, tu devrais peut-être envisager une stratégie de sortie. T'as encore le temps. Il dit, je peux te faire un audit de carrière et si tu le désires après, une expertise. Et là, je l'ai regardé, je lui dis, oh, j'ai 52, 50, 53, j'avais. Je lui dis, tu rigoles quand même. Tu rigoles. Et puis, ça a fait un petit peu son chemin. Le Covid arrive. Et pendant le Covid, comme on avait vachement de trucs à faire, j'ai quand même ouvert mon ordinateur et j'ai été sur le site de l'assurance retraite. Et là, j'ai vu, j'ai pas tout vu d'ailleurs, j'ai pas tout vu,
Mais étant complètement béotien et néophyte sur la retraite, je risquais pas il y a 4 ans, je risquais pas de comprendre quoi que ce soit. Et je me mets à la place des citoyens qui sont dans le même cas que moi. Ils ouvrent un site, ils voient un relevé de carrière. Et là, je vois, vous aurez votre retraite à taux plein de manière automatique à 67 ans. Je me dis, donc moi, c'est 67 ans. J'ai absolument pas aggloméré mon expérience professionnelle, militaire et civile, mais pour moi, c'était 67 ans. Alors, je vais conclure ma présentation parce que je suis à la retraite depuis 1 an et j'ai 57 ans. Ok. Donc voilà le genre d'épisode qui arrive lorsqu'on confie, on va dire sa stratégie de fin de vie professionnelle et le démarrage presque de la vraie vie. Voilà ce qui peut arriver quand on la confie à un expert. Alors pour aller très vite, sans rentrer dans les détails, suite à mon expérience militaire, j'ai un handicap physique. Cet handicap physique n'avait absolument pas été identifié dans ma carrière professionnelle par l'assurance retraite. Mes trimestres militaires n'étaient jamais remontés. Alors j'avais le service de retraite des armées, bien sûr, de l'État, mais n'avaient jamais été remontés sur mon relevé de carrière civile. Ce qui fait que moi, de mon côté, à 54 ans pendant le Covid, je regardais l'assurance retraite, mon compte à moi, je devais aller jusqu'à 67 ans. Or, j'ai décidé de faire autre chose. J'ai trouvé que je trouve quand même que c'est relativement injuste ce manque d'information. Alors c'est pas ce manque d'information, c'est l'organisation de la formation autour des retraites qui est, je pense, à revoir, à améliorer. Les gens des caisses de retraite font un métier pas simple et ils n'ont pas eux-mêmes tous les éléments pour nous répondre par moment. Moi j'ai vraiment eu besoin. Ah oui, les caisses de retraite sont là en fait pour faire une transition entre ma carrière et ce qui m'est arrivé. Elles sont là pour agglomérer des informations qui émanent des entreprises que vous avez traversées, que vous soyez chef d'entreprise ou salarié d'entreprise d'ailleurs, ou profession libérale. C'est exactement la même chose. Et le fait de vouloir agglomérer les infos, ils n'ont pas vocation à contrôler les informations que l'assurance retraite vous remonte. Si vous ne détectez aucune erreur dans votre relevé individuel de situation et ou relevé de carrière, ce n'est pas les caisses qui vont les détecter. C'est à nous, citoyens, de faire preuve de l'erreur. Et c'est pour ça que moi, n'ayant pas vu qu'il manquait des trimestres militaires, j'étais aux antipodes de tout ça en matière de connaissances. Et donc, alors que c'est des informations qui pourraient être relayées, et moi, je trouve qu'il y a une certaine forme d'injustice on parle beaucoup de retraite, on en fait des affaires politiques sans rentrer dans la politique, mais on en fait des grosses affaires. Et au final, personne n'y comprend pas grand-chose. Ouais. Alban, t'en es un témoin, mais j'ai des témoins tous les jours comme ça, des personnes qui me disent attendez, je comprends pas pourquoi. L'information elle y est, mais il faut juste trouver le temps d'agglomérer tout ça et surtout d'attaquer les démarches administratives et d'anticiper. Voilà. Il faut évidemment parfois, surtout quand on est en âge vraiment de basculer, j'imagine un peu d'accompagnement pro, mais quand on démarre sa carrière même ou en plein milieu ou quand on a 25, 30, 35, 40 ans, 45, il faut peut-être des outils et des méthodes, quoi. Et c'est aussi pour ça que tu nous rejoins aujourd'hui. Pour aller dans le vif du sujet, est-ce que il est possible de répondre à la question du titre de cet épisode? Comment savoir si on gagnera assez à la retraite? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Alors, tu as de la chance, Alban, parce que depuis quelques jours, je lis dans le mar de café. Mais ça marche bien, ça marche super bien, lire dans le mar de café pour te dire si dans 25 ans, tu vas avoir une retraite. T'as compris. J'ai pas de boule de cristal non plus. Mon point de vue, et ce n'est que mon point de vue et je peux le partager, la retraite par répartition telle qu'elle est, ne disparaîtra pas. Elle va évoluer. Chaque législateur, en fonction de sa couleur, voudra mettre au point une réforme, peu importe sans discuter la qualité ou pas, mais il y a cette volonté en tout cas de faire évoluer cette retraite par répartition. En revanche, la première chose, ce que je fais moi-même à la maison, pas forcément avec succès, mais en tout cas je tente le coup, comme dirait l'autre, c'est d'apprendre à nos enfants que il y aura une retraite par répartition, mais surtout en matière d'éducation financière, leur apprendre tout de suite à accumuler positivement, dans le sens positif du terme, suffisamment de ressources pour soit effectivement avoir les mêmes revenus à la retraite qu'en activité, soit plus si bonne fortune et s'ils savent faire fructifier leurs biens,
mais en tout cas d'accumuler le plus rapidement possible, peu importe le montant, c'est le temps qui va jouer en leur faveur d'avoir cette éducation financière. Je trouve Mais même qu'à d'ailleurs, l'école. vas-y, pardon. Vas-y, excuse-moi. Non, mais en effet, on a zéro éducation financière à l'école, ni en études sup. En entreprise, on fait son job, mais on n'est pas éduqué à gérer son patrimoine ni son argent. C'est pas le tout non plus, tu me diras. Et les parents, en général, à moins d'avoir des parents entrepreneurs ou investisseurs, on n'est pas équipé. D'ailleurs, il y avait un auteur qui a écrit un livre, Robert Kiyosaki, qui avait écrit Père riche, Père pauvre Riche par là-dessus, pauvre, absolument. qui en a aidé plus d'un à commencer à avoir un minimum d'intelligence financière pour démarrer sa vie, quoi. Voilà. Et investir dans des revenus passifs, par exemple. Tu vois, voilà. Mais ça, c'est la première des bases. Après, quand on a 35 ans aujourd'hui, 30-35 ans aujourd'hui, et même avant, votre premier revenu, votre premier salaire, vous devez mettre un petit peu quelque chose de côté, mais surtout, vous devez garder toutes les preuves de vos revenus. Toutes Alors les attends, preuves de vos revenus. on va aller dans les stratégies, dans les petites techniques et tout. Ouais. Mais pour revenir à la question, comment savoir si on gagnera assez? Ta première réponse, c'est de dire franchement, on n'en sait rien d'un point de vue législatif. Ça va évoluer, on ne sait pas comment. Ok. Donc, et d'ailleurs, toute ma génération et celle d'après encore plus, on part déjà du principe qu'on n'aura rien. Et c'est pour ça que tu vois la bulle des investissements immobiliers et que tu as plein de youtubeurs qui se mettent à dire comment on fait de l'argent passif et tout. Tout à fait, Ok, tout à fait. je reviens pas dessus. Mais tu m'as parlé de formules en off quand on discutait ensemble. Ouais. Au fond, quand même, la base, c'est que si tu veux, moi, j'ai aucune idée de comment c'est calculé le truc. Par exemple, quelqu'un qui gagne un SMIC, est-ce que, et ce, potentiellement longtemps, est-ce qu'à la fin de sa carrière, il garantira ça? Quelqu'un qui gagne 3 000 euros ou 5 000 euros par mois net, combien il aura in fine? Comment ça marche, le calcul? Alors, il y a une formule, en fait, pour calculer le pension de ta retraite. Il y a une formule toute simple. Il y a le revenu annuel moyen qui est calculé sur les 25 meilleures années. C'est ce qu'on appelle le revenu annuel moyen. La première partie de la formule de calcul, il faut calculer, donc vous prenez votre relevé de carrière. C'est pas simple, hein, bien sûr, hein, mais la formule de calcul, elle est simple. Vous prenez le revenu annuel moyen. Ah, j'ai l'impression on t'a perdu, Claude. Problème de connexion. Ah, ouais, on a été déconnecté, mais c'est pas nous, on est revenu. Ce qu'on appelle donc le revenu annuel moyen, c'est la moyenne des 25 meilleures années. Donc, tu prends ta fiche d'impôt, ça marche. Tu prends tes 25 meilleures fiches d'impôt, ça marche, par exemple. Exactement. Exactement. Ça, c'est la première, comment dire, comment dire. Ah, Ouais, zut. mes paramètres. Le premier paramètre. Okay. Le deuxième paramètre, c'est le taux. C'est ce qu'on appelle le départ à taux plein. Et le taux plein, c'est 50%. C'est-à-dire que tu prends la moyenne des 25 meilleurs revenus ou salaires, d'accord? Et si tu as tous les trimestres qui correspondent à ton âge de départ, tu peux partir avec 50% de décote de cette moyenne-là. Ok. S'il te manque des trimestres à la date de ton départ, quand je dis à la date de ton départ, c'est qu'aujourd'hui, on part à une date définie par le législateur. D'accord? C'est-à-dire que à partir des, alors il y a quelque chose de dégressif avant ceux qui sont nés en 1968, mais toutes les naissances à partir de 1968, aujourd'hui, l'âge légal de départ c'est 64 ans. Je parle pas des dispositifs qui peuvent améliorer l'âge de départ, mais c'est 64 ans dans la majorité, de manière générale. Si tu as tous tes trimestres et que tu as 64 ans, tu as la moitié de ton revenu annuel moyen. Des 25 dernières années, absolument, Alban. Là-dessus, il y a quand même donc ça, c'est le premier taux. S'il te manque des trimestres et que tu es à la bonne date de départ, c'est-à-dire à tes 64 ans, eh ben, il faut savoir qu'un trimestre qui te manque, ça sera 0,625% de décote. Donc, tu ne seras pas à 50%, mais tu seras à 49%. Tu vois ce que je veux dire? Ok, voilà. Je te suis. Et 4 trimestres en moins. Ouais. S'il te manque 4 trimestres, ça te fait 2,5% en moins. Donc, tu ne seras pas. De ta vie, si tu te manques des trimestres. Pour tout le temps de ta pension, du versement de ta pension. Donc, tu prends les revenus et au lieu de faire 50%, s'il te manque 4 trimestres, bah, tu fais 47,5. Ok. Et donc, s'il te manque des trimestres, soit tu acceptes d'avoir à vie après un taux plus faible, plus fait de pourcentage. Tout à fait. Soit tu vas bosser plus pour faire plus de trimestres, quoi. Exactement.
Hyper Tu peux clair. rattraper 6 trimestres, voilà. Ok. Fais-moi penser à dire comment on fait pour gagner, pour Mais valider 4 trimestres cotisés, c'est super important. vas-y maintenant parce que je pense qu'on est en plein dedans. Ouais, allez, alors, et ça, c'est pour, pour, pour valider 4 trimestres. 4 trimestres réputés cotisés. Cotisés, c'est 4 trimestres issus de ton travail. Il faut non pas travailler 12 mois, il faut gagner une somme à l'année. C'est-à-dire pour l'année 2024, pour valider 4 trimestres, il faut gagner 7000 de mémoire, 7696 euros. Quand vous avez gagné 7696 euros en 2024, les 4 trimestres sont validés, cotisés, et ça compte comme une année. Ok, donc je reprends pour nos auditeurs, puisque comme en plus on est juste en mode audio, c'est parfois peut-être plus dur à suivre en audio. Quelqu'un qui gagnerait 8000 euros par an pendant 25 ans, il a validé tous ses trimestres, quoi. Même s'il a bossé que un mois par an pendant 25 ans. Alors, un mois, pas tout à fait, puisqu'avec, il y a le PASS, il y a le plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, en fait, il arrive même en gagnant 8000, le PASS, il est, le PASS, il a 3000 et quelques. Donc, il faudra qu'il atteigne 2 mois et demi pour dire qu'il est validé, même s'il gagne 8000, tu vois. On peut pas, voilà. Et donc, ton message, c'est de dire que un an travaillé, 4 trimestres, un an travaillé ne veut pas dire 12 mois travaillés, ni 10, ni 8. Ça veut dire combien tu as gagné cette année-là. C'est ça, Et si exactement. tu as Pour gagné plus valider que tes 7000. trimestres. Ok, bah déjà, c'est fou parce que personne ne sait ça. Enfin, en tout cas, moi, C'est pas parce que tu travailles 12 mois que tu as validé 4 trimestres. Tu valides 4 trimestres par ton gain et ton revenu et ton salaire, qui doit être à minima en 2024, 7600 quelque chose, 7700, voilà. Et ça change tous les ans. Une période d'arrêt où c'est la Sécu qui prend le relais, une période de chômage, ça compte comme des Alors, le trimestres, chômage ça dépasse indemnisé longtemps. compte, la maladie indemnisée compte, bien sûr. Le chômage non indemnisé, c'est des particularités. Tout ne compte pas. Certains trimestres comptent, mais oui, le chômage indemnisé compte absolument. Ok. Ok, donc ça, c'est la formule. Donc, si j'essaie de récapituler, alors, la formule, vas-y. La moyenne de tes 25 meilleures années. Oui. D'accord? Que tu pondères par le taux. Donc, le taux maximal, entre guillemets, c'est 50%. Donc, et tu décotes en fonction des trimestres qui te manquent. Okay. Toujours à l'âge légal, attention. Hein. Ça c'est pas possible avant. Hein. C'est l'âge légal qui détermine tout. Et après, tu as encore un pondératif, un pondéré. C'est la durée d'assurance au régime général que toi, tu effectues. On vient de voir que, par exemple, au lieu de faire 172 trimestres, ce qui est demandé aux générations de 68 et plus, eh ben, on a dit qu'il te manquait 4 trimestres. Donc, tu te retrouves à 168. Eh ben, tu prends le revenu de tes 168 à l'heure de 172. On est bien d'accord. Hein. Tu prends tes 25 meilleures années que tu pondères par le taux et que tu vas pondérer aussi par un autre quotient qui va être 168 divisé par 172. Là, tu prends m'as un exemple. Ouais. En fait, tu as 3 variables dans le calcul. C'est quoi la troisième? Si tu fais plus simple encore, c'est quoi la troisième? Alors, la troisième, c'est la division entre le nombre de trimestres cotisés validés pour toi divisé par le nombre de trimestres que tu dois faire. Mais si tu pars à taux plein, à 60 francs, tu as 3 variables. Là, regarde, on va prendre les 3 variables de l'équation. C'est très important. Mais ça, on va rester dessus longtemps parce que c'est important. La première variable, c'est ton revenu annuel moyen. On fait la moyenne des 25 meilleurs revenus, sachant que le chômage indemnisé est une indemnité et non pas un revenu. Donc, si tu as des années de chômage avec des gros revenus, on ne peut pas les compter. Donc, ça veut dire qu'on va chercher, par exemple, tu as 2 ans de chômage important, ce sont des indemnités, ce ne sont pas des salaires. D'accord? Très important. Donc, ça ne compte pas. Les revenus du chômage, des indemnités de chômage indemnisées ne comptent pas dans les 25 meilleures années. Ça, c'est un truc à savoir aussi. Donc, tu prends première variable, la moyenne des 25. Deuxième variable, le taux. Le taux, c'est quoi? C'est le nombre, c'est 50%, c'est ce qu'on appelle le taux plein. Donc, c'est la moyenne multipliée par le taux plein. D'accord? Ça, c'est la deuxième variable. Et le taux plein, s'il te manque des trimestres à l'âge légal, eh ben, on enlève 0,625 par trimestre manquant. OK. Clair aussi. Deuxième variable. Troisième variable, on multiplie les deux premières par
la durée d'assurance légale au régime général, c'est-à-dire quel est le nombre de trimestres que tu dois faire, en l'occurrence, la durée au numérateur, la durée d'assurance légale que tu as fait, donc 168, on avait dit qu'il y avait 4 trimestres de décote. 168 divisé au quotient par le nombre requis de trimestres que tu devais avoir. Donc, imaginons quelqu'un qui gagne 2400 euros moyen de moyenne des 25 meilleures années. Il a 47,5%, ou on va dire 50% donc ça lui fait 1200. Sauf que 168 par 168, c'est facile à comparer. 168 divisé par 168 ou 172 divisé par 172, ça lui fait 1200 euros. Là, on est pile poil à 50%. Ce qui fait que ça, c'est ce qu'on appelle le taux de recouvrement. D'accord? C'est que ta pension est recouverte par moitié, ton salaire est recouvert à moitié de ta pension de retraite. Ok. Donc, si on simplifie un peu à l'extrême, on pourrait dire que c'est tes 25 meilleures années fois 50% ou moins si t'as pas validé tes trimestres, et tu dégrades encore avec un troisième paramètre. Et une autre façon plus simple, c'est encore de fonctionner par taux de recouvrement, c'est ça? C'est de se dire, en fait, dans mon métier, le taux de recouvrement, c'est de temps. Exactement. On a les kinés libéraux qui sont les moins bien lotis, qui ont un taux de recouvrement de 30%, par exemple. Les infirmières et sages-femmes, elles sont libérales, elles sont aux alentours de 40%. Les pharmaciens au-dessous, 40%, les médecins un petit peu plus, 45%. En moyenne nationale. Et je parle bien des libéraux parce qu'après, il y a tous les personnels de la fonction hospitalière, qu'ils soient médecins, sages-femmes, tout ça, où là, c'est plutôt c'est un calcul complètement différent et le taux de recouvrement, il est de 70%. Ils ont un taux de recouvrement meilleur dans la fonction publique hospitalière. En revanche, ils ont peut-être des revenus moins importants que les libéraux. Voilà. Donc, faut peser, tu vois, faut peser le pour et le contre. Enfin, c'est pas le pour et le contre. Non, mais on peut pas comparer on peut pas, voilà. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Pour calculer sa formule, c'est les 25 meilleures années. Regardez où est-ce qu'on en est au niveau des trimestres à la date légale de ton départ. Et après, appliquer le dernier quotient. Je dois en faire 172. J'en ai fait que 168, donc ça dégrade un petit peu plus, effectivement. Ok. Et l'ensemble de tout ça, ça fait un montant. Et ce montant, par rapport à ce qu'on gagnait, c'est le taux de recouvrement. C'est le taux de recouvrement. Alors, on dit que généralement, quand on est salarié, le taux de recouvrement, il est proche de 50%. Oui, il est proche de 50%. Si on part à la date légale, je parle pas des dispositifs qui permettent de. Voilà, il y a d'autres dispositifs qui permettent. Mais si on prend la base, si je pars à la date légale avec tous les trimestres, je suis à 50%. Ok, donc pour en revenir à notre question initiale, comment savoir si on gagnera assez? Première étape, c'est de dire, vu qu'on ne sait pas, préparons-nous, d'un point de vue politique et juridique surtout, législatif. Et ensuite, c'est de se dire, dans tous les cas, ce sera jamais plus de la moitié de ce que tu gagnais. Aujourd'hui, quand tu parles de retraite de l'État, oui, aujourd'hui, c'est comme ça. Ok, donc déjà, ça donne un aperçu, au fond, un peu de ce qui pourra se passer. Ça donne une première vision, tout à fait. Écoute, merci déjà pour ça. Non, avec plaisir. C'est passionnant. Mais moi, j'ai découvert ça et j'ai une chance inouïe d'avoir eu un expert qui m'a en plus bien accompagné. Donc, et la formation après. Donc, c'est vrai, c'est passionnant et on voit des situations. Enfin, moi, j'essaie de m'imaginer à la place des personnes quand moi j'étais devant cet écran et que je voyais 67 ans. Je me dis, mais Claude, c'est pas possible. Moi, physiquement, je commençais à tirer un petit peu bon, j'ai un handicap, peu importe, mais je commençais un petit peu à tirer la langue professionnellement et je me dis, mais comment vont faire? Mais comment font les autres, en fait? Ouais. Ouais, c'est un truc de fou. Et on rencontre des situations, ma première expertise, c'est un monsieur chef d'entreprise qui avait 71 ans et qui savait pas comment faire pour faire valoir ses droits. Ouais, mais en fait, comme tu dis, si on ne fait pas valoir, on peut vite devenir le dindon de la farce, quoi. C'est pas le dindon, c'est parce que il faut juste que tout le monde sache, que tous les Français savent que c'est à nous de contrôler ce qu'on nous donne comme élément et comme information. C'est à nous de faire preuve qu'il y ait erreur, qu'il y ait oubli, que ça c'est pas ça, d'amener les documents. C'est à nous de faire preuve. Alors,
Justement, tu fais une bonne transition pour notre deuxième partie sur les stratégies. Parce que, en gros, on va se dire que c'est 50% au mieux. Et donc, en face de ça, comment on s'y prend pour essayer de préparer tout ça au mieux? Il y a ce que tu viens de dire qu'il faut contrôler, ok. Ouais. Une autre qui est Alors déjà, d'éducation financière, mais chronologiquement, Alban, ça c'est très simple. Votre premier salaire, vous ouvrez une grosse pochette. Je dis n'importe quoi, 2024, si c'est 2024 votre premier salaire, et j'espère qu'il y a des jeunes qui vont pouvoir nous écouter parce que il faut aussi qu'on ait un ton, comment dire, un rôle pédagogique, peu importe, mais vraiment c'est un rôle pédagogique vis-à-vis de la jeune génération. Vous conservez tous les documents, URSSAF, impôts, feuille de salaire, revenus, droits d'auteur. Vous conservez absolument tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Je sais que je me revois il y a quelques années en arrière. non, Nous, non, on nous parlait pas. Ouais, bah non, on le fait pas. Mais franchement, faites-le. À partir de 35 ans, consultez, même 30 ans, mais allez, 30 ans, consultez le site de l'assurance retraite pour voir où en est votre relevé, déjà, votre relevé de carrière. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Déjà, faire un point si entre 25 et 30, tout est notifié. D'accord? Déjà, faire un point tous les 5 ans. Voilà. Et à partir de 50, en fonction des législatures et du législateur de ce qui va décider. Mais aujourd'hui, à partir de 50 ans, je suggère vraiment de faire un stop. À 55 ans encore plus, parce que plus on fait tôt le stop, stratégiquement, plus on fait tôt le stop, moins on peut s'éviter des erreurs futures. Si on fait le stop à 60 ans et qu'on doit partir à 62, là, la liste, c'est une liste à la Prévert des erreurs ou de ce qu'on peut remarquer sur les relevés. Donc, qu'est-ce que tu appelles faire un stop? faire un stop, c'est établir une stratégie à la fois financière, parce qu'à 50 ans, on peut encore le faire, à 55 aussi, mais logiquement, mais la logique, logiquement, c'est les années où on commence à avoir des revenus plus importants avec l'expérience. Je ne dis pas que c'est une généralité, parce qu'il y a des personnes malheureusement qui n'ont pas cette faculté et qui n'ont pas la possibilité. D'accord, mais c'est un moment où peut-être les enfants s'en vont, donc on a peut-être moins de dépenses, ou on a plus de latitude, même si on reste à voilà. Donc 50 ans, c'est un âge important où on fait un stop et rien n'empêche de faire un audit avec un consultant retraite, peu importe. L'important c'est de le faire déjà à 50 ans. Et après, bah l'un des avantages comment dire, d'un audit retraite, c'est que bah on peut commencer à voir ce qui va se passer dans 14 ans. Et 14 ans, ça nous laisse le temps de nous retourner. D'accord? Ok. Et à partir de 55 ans, les données sont mises à jour tous les ans par l'assurance retraite. Et là, ça vaut le coup de mettre le nez vraiment tous les ans dessus, jusqu'au moment où vous choisissez de partir et de l'âge légal qui vous est en fonction de votre date de naissance. Voilà. Écoute, merci. Tout ça, c'est bien clair et je pense que c'est précieux pour tous ceux qui pourront nous écouter et pour moi-même d'ailleurs. Mais c'est faux. Et même si vous avez 32 ans aujourd'hui ou 42 ans et que vous n'avez pas commencé à rassembler vos papiers, faites-le. Franchement. Comment tu fais pour retrouver des papiers d'une boîte qui n'existe plus ou de voilà, tu vois? L'URSSAF, Tu peux demander tes fiches de paye à c'est l'URSSAF? long, hein. C'est long, ouais, l'URSSAF peut retrouver. Moi, j'ai travaillé, j'avais 16 ans, j'ai travaillé dans une société de mécanique qui fabriquait des vis pour la construction d'hélicoptères. Donc, c'était des vis, de la visserie. Bon, j'avais 16 ans, c'était un job d'été. L'entreprise avait disparu et je sais que les personnes qui sont occupées de mon dossier retraite, de mon expertise, ont retrouvé les informations et ça m'a permis quand même de récupérer 2 trimestres, ce qui n'est pas rien. 2 Bien sûr. trimestres toujours parce que j'avais gagné suffisamment. C'est Oui, pas oui. parce que j'ai travaillé 2 mois, j'avais travaillé 2 Oui, mois oui. l'été, voilà. C'est la rémunération qui a fait que j'ai pu avoir 2 trimestres. C'est pas le Alors, temps travaillé. on Je on va faire un peu, ouais, bien sûr, c'est les trimestres se comptent en argent et pas en temps. Exactement. Et juste l'URSSAF concrètement, tu t'y es pris comment? Tu passes un coup de fil sur Ah, mais la ça, c'est hotline? l'expert. Non, non, ça, c'est un bureau d'études qui travaille avec nous et qui carrément fait des demandes de recherche de sociétés qui ont disparu. Puis à partir de là, on arrive quand même à remonter comment dire, à remonter toute la filière et avoir les informations. Voilà, c'est de moins en moins. Alors aujourd'hui, avec Internet, c'est de moins en moins vrai. En revanche, pour les boomers, dont je fais partie, pour les boomers, oui, ça peut arriver que des sociétés n'existent plus tout à fait. Aujourd'hui, on a quand même suffisamment d'éléments pour retrouver et repérer tout.
tout manquant. Écoute, merci pour tous ces conseils. Est-ce que tu penses à autre chose qu'on n'aurait pas évoqué, qui peut être une bonne stratégie pour donc l'objectif toujours de cet épisode, c'est de se débrouiller pour gagner suffisamment pendant sa Là, retraite. Je parle pas d'âge, mais je pense que plus on prend tôt cette éducation financière, plus on, on avait l'instruction civique. Moi, j'ai eu l'instruction civique. Bon, on va pas dire c'est bien, c'est mal. Je suis pas pour le polémiquer. S'il faut le remettre, pas le remettre. Mais qu'est-ce qui nous empêcherait on pourrait faire cette éducation financière. Tu parlais des facs, tu parlais des écoles. Mais bien sûr, on n'a pas du tout d'éducation financière. Alors que ça serait quand même bien d'en mettre une petite dose à toutes les strates de l'éducation. Mais c'est mon point de vue, tu vois. C'est juste mon point de vue. Après, nous, on le fait avec nos enfants, tu non, mais vois. Mais c'est ça la première partie. ton point de vue, il est basé aussi sur ce que tu vois de tes clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense souvent à l'immobilier comme un peu une valeur refuge en disant, bon, voilà, Oui, j'investis dans un appart ou même dans ma oui, maison, et puis voilà. oui. Aujourd'hui, quand tu regardes un peu tes clients, quel que soit leur style de vie, leur carrière, leur revenu. Produits financiers, immobiliers. C'est marrant que j'étais ce matin avec un professionnel libéral, un pharmacien, qui carrément a misé lui sur l'immobilier parce que les retraites de base des pharmaciens sont pas libéraux, c'est pas folichon. Donc il m'a dit, moi ils ont commencé tôt. Alors c'est vrai que ils ont une profession libérale un peu particulière, mais il me dit, moi j'ai été obligé de commencer tôt. J'ai commencé tôt, je me suis endetté un petit peu. Alors ils peuvent s'endetter, très bien, ok. Après ils ont fait les études pour. Hein. Tu veux faire pareil, tu fais pareil. Hein, je veux dire, il y a pas de souci. Mais eux, c'est un exemple où ils ont un intérêt évident, les pharmaciens d'officine, titulaires d'officine, de commencer très très tôt leurs investissements. Ouais. Par exemple, mais le 50%, je le vois pas tant que ça. Hein. Justement, c'est ce que je voulais te demander. Aujourd'hui, on est quand même dans une ère un peu ultra libérale où il y a plus grand monde veut être salarié. Donc d'un Ouais. côté, les entreprises galèrent à fidéliser leurs salariés. Tout le monde veut être freelance. Et en fait, une fois que tu es freelance, tu te rends compte que c'est un peu l'enfer d'être freelance. C'est très précaire d'être freelance. T'as pas de prévoyance, t'as pas de mutuelle, t'as pas de chômage évidemment si t'as un problème. Et et qu'en est-il sur les retraites? Quelle est ta vision de tout ça? Parce qu'au fond, dans ma génération, tu vois, ceux qui ont entre 30 et 40 ans aujourd'hui, je pense que t'en as un sur deux demain qui aura une carrière majoritairement indep. Alors peut-être pas un sur deux, mais quand même des millions de personnes, je pense. Le nombre Comment tu d'indépendants vois ça? augmente. Oui. Tout à fait. Alors, Et donc, comment tu vois pourquoi ça? on voit le nombre? Justement, Alban, c'est une très bonne réflexion. Et je vais je vais te poser une autre question. D'après toi, aujourd'hui, pourquoi on voit ce nombre de personnes qui deviennent indépendantes augmenter? Euh, Puisque, je- ouais. puisque, puisqu'il n'y a pas de mutuelle, puisqu'il n'y a pas ci, puisqu'il n'y a pas ça. Ça, c'est une très bonne question. Pourquoi ce nombre augmente alors qu'ils ont moins, entre guillemets, moins d'avantages, on va dire, matériels? Je pense que c'est Hmm. l'avantage matériel. Ils ont moins d'avantages matériels à être freelance indépendant. Et pourquoi ce nombre augmente régulièrement? Ça ne veut pas dire que certains s'arrêtent pas, hein, attention, mais le nombre de personnes qui se lancent, et tu as entièrement raison, augmente. Je pense que c'est parce qu'on estime que c'est plus intéressant de faire carrière en entreprise et que du coup, l'herbe paraît un peu plus verte à côté. Et je pense que, en tout cas, sur le nombre de personnes qui se lancent dans le freelancing, je vois ça comme ça, si tu veux, de se dire, j'ai envie de liberté, j'ai un besoin de liberté et de prendre ma vie en main. Et puis, 2, 3 ans après, quand il y a plus de chômage, c'est un peu autre chose. Et là, c'est parfois plus compliqué. Tout à fait. Tout à fait. Alors maintenant, c'est plus de 3 ans. Hein. En fonction de l'âge, ça a réduit considérablement le temps Ouais, ouais, bien sûr. d'indemnité. Ça a considérablement réduit. Mais Est-ce alors que ça ne justement, va ouais. pas considérablement réduire le nombre de personnes qui veulent devenir indépendantes? En tout cas, de Si par c'est leur possible, statut. mais en tout cas, quand on regarde les choses aujourd'hui, est-ce que tu fais une différence entre des gens qui ont eu un statut freelance et des gens qui ont eu un statut salarié sur le fameux 50% qui est jamais vraiment 50%? Alors, généralement, l'indépendant, il a prévu autre chose que sa retraite. Mais ça J'ai veut dire plus que, d'indépendants, de chefs d'entreprise qui ont une stratégie. Et c'est pas lié au revenu, attention. Vraiment pas lié au revenu pour avoir un exemple très clair en tête d'une personne qui fait du massage, donc qui n'a pas non plus des revenus exceptionnels comme on pourrait, mais qui a, en tout cas, entrepris depuis une dizaine d'années euh, comment dire, une stratégie d'investissement à son niveau pour pouvoir pallier
le jour où elle va partir, cette personne, à la retraite. Parce qu'a Et priori, il y aura quand même une différence entre le mmh, pourcentage d'un salarié et le pourcentage d'un indépendant? oui, alors non, pas forcément, puisque, l'indépendant, tu as le travailleur non salarié et puis tu as le chef d'entreprise, président de la SAS, qui est lui salarié, enfin qui peut être salarié, d'accord? Enfin qui est salarié. Après tout dépend comment il choisit de recevoir sa rémunération. Mais le chef d'entreprise salarié, bah, c'est classique comme tout le monde, hein, la même formule de calcul et le TNS, c'est pareil, c'est la même formule de calcul. Tu vois? OK, C'est les OK. voilà, donc mais moi je vois plus d'indépendants quand je dis chef d'entreprise, profession libérale, ou même indépendants, même micro-entrepreneurs, qui ont cet esprit d'accumuler de manière positive, pour leur retraite, que des personnes qui sont salariées. OK. Mais au final, Ça ne veut pas dire que les personnes qui sont salariées ne le font pas, non, mais non, elles bien le sûr. font moins. Elles le font moins. Mais au final, la différence pas de traitement, mais de sécurité entre le micro-entrepreneur et le salarié, elle se vérifie sur la prévoyance, elle se vérifie sur le chômage, elle se vérifie sur beaucoup de choses. Mais a priori, elle se vérifie pas sur la retraite. Non. OK, mais c'est déjà intéressant de savoir ça parce que Ouais. je sais que c'est une préoccupation de pas mal de graphistes, de pas mal de coachs aussi, qui Ouais. font le même métier que moi, hein, d'accompagner des gens qui sont à leur compte, qui sont soit, qui vont être auto-entrepreneurs pendant 2 ans, puis après ils sont entrepreneurs individuels. Ils ont pas envie de monter une grosse boîte, ils vont avoir des revenus, mais juste assez pour vivre. Je pense à des naturopathes, des masseurs, tu vois? Tout ça. Et je sais qu'ils sont nombreux à avoir cette impression que, vu que c'est précaire sur des droits sociaux, là, à l'instant T, ça le sera aussi sur la retraite. En fait, ce que tu me dis, Non, c'est que il y a non, pas pas il y a pas forcément. de différence sur le mode de calcul. OK, mais c'est une info, je pense qui peut en rassurer, plus d'un. Mmh. Parce que je pense qu'ils sont nombreux, on est nombreux à se poser cette question-là, si tu veux. Mais C'est une question que j'ai déjà eu souvent. ouais, 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 alors c'est les questions des indépendants les salariés ont des questions complètement différentes d'ailleurs, c'est marrant, c'est pas du tout la Oui, même préoccupation, ouais, ouais, c'est pas du tout les mêmes préoccupations. Heu, la retraite, on parle finance. On parle finance, on parle pension, est-ce que je vais avoir suffisamment pour vivre? Évidemment que c'est au cœur du sujet, que tout le monde s'en inquiète, que tout le monde se pose des questions. Il ne faut pas éluder, pour aller un peu plus loin, sur l'aspect psychologique du passage à la retraite. Ce que j'observe, mais c'est mon observation, personnelle, c'est que j'ai de plus en plus de demandes de personnes qui veulent continuer à travailler, qui veulent profiter d'une partie de leur retraite, peu importe le dispositif, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui veulent quand même continuer à travailler, continuer à avoir une activité, soit identique à ce qu'elles faisaient, soit carrément faire autre chose. Mais ce n'est pas dans une volonté de gagner plus, c'est dans une volonté de ne pas se retrouver sans rien à faire du jour au lendemain. Alors bien sûr, il y a des personnes qui sont aujourd'hui obligées, malgré la retraite, de travailler. C'est sûr. mais pas que, c'est ce que tu dis. Il y a aussi des gens qui veulent garder un intérêt, à faire quelque chose qu'ils Voilà, aiment. il y a des personnes qui ont la nécessité de travailler aujourd'hui encore après leur retraite parce que leur retraite est trop faible. Voilà, ça, je trouve, c'est comme ça, mais on n'y peut rien. En revanche, tu as Ça, aussi des ouais, personnes. ouais. Oui, 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 oui. Ah oui, Mais oui, ça, oui, ouais, j'avais regardé un peu des études là-dessus. Aux États-Unis, c'est quand même un Américain sur 3. Et en France, de ce que j'ai vu, c'est 6%. c'est ça, Ouais, c'est exactement le chiffre. Ouais. 6% des personnes travaillent après, mais par nécessité par financière. nécessité, ouais. Mmh. Alors psychologiquement, c'est pas très simple quand même. Tu te dis que tu vas atteindre un âge où tu vas pouvoir souffler, ben non, tu peux pas souffler parce que tu n'as pas assez pour vivre. Ça me gêne un peu quand même. Enfin, c'est perso, hein, ça me gêne un peu. Personnellement, enfin, quand je dis que ça j'aime, c'est que là, il y a une forme d'injustice. Mmh. Voilà. Là, pour moi, c'est une forme d'injustice. Et après, à côté de ça, tu as des personnes qui, bah, euh, arrêtent leur boulot, font carrément autre chose, mais parce que, se retrouver sans rien à faire du jour au lendemain chez soi. Je parle aussi quand les enfants sont partis, c'est le syndrome du nid vide, tu vois. Se retrouver seul face à son conjoint ou pas d'ailleurs, mais se retrouver seul voilà, se retrouver seul avec son conjoint par exemple, alors que on avait une vie équilibrée et c'est pas simple. C'est pas simple de partir à la retraite. Psychologiquement, ça peut faire Ça, c'est l'objet d'un encore un, ouais, exactement. Ça, c'est encore c'est un autre c'est un sujet, autre qui aurait sa un autre place. podcast où il y a excessivement de très, très bons intervenants que je suis parce que il y a l'aspect financier, mais
il faut pas éluder l'aspect psychologique d'arrêter de travailler. Non, bien sûr, mais ici, notre objectif, c'est vraiment, comme on est sur un podcast de gestion de carrière, c'est comment organiser sa carrière et comment déjà être clairvoyant sur ce à quoi risque de ressembler le montant final pour savoir pour faire les bons choix, en fait, hein, d'investissement, de métier, de formule, de mode de travail et tout ça. Une idée qui apparaît en fonction de, on est obligé de créer des idées, d'être créatif, d'être inventif quand on entend le législateur. Forcément, il faut essayer de pas s'arrêter à la première idée reçue, mais d'aller plus loin. La question que beaucoup se posent est-ce qu'on laisserait pas libre les gens de s'arrêter, par exemple, à partir de 60 ans? Je dis pas qu'il faut remettre la retraite à 60 ans, hein. C'est pas ça, hein. Et que chacun soit libre de faire ce qu'il veut, finalement, à partir de 60 ans. Et que, bien sûr, si tu pars à 60 au lieu de 65 ou 64 ou 63 ou 66, parce que, quoi qu'il arrive, on va s'aligner sur l'Europe très vite, hein. Ça, qui est à quoi, 67, un truc comme ça? Je crois que c'est 66 et demi, la moyenne européenne. Je dis pas que ça va être demain matin, mais vu comme c'est parti, bon. Mais attention, hein, c'est que mon point de vue je dis pas que ça va arriver demain matin. Je dis pas que ça va être ça. Si ça se trouve, ça va être carrément le contraire. Dans 3 ans, on va revenir à 62. Enfin, mais en tout cas, mon idée, c'est de dire. Mon idée, c'est de dire à 60, ok, tu veux t'arrêter à 60, très bien, mais par contre, ça va pas être, c'est pas le taux plein, hein, à 60 palais. Donc, en gros, quand tu sais ça et que tu as 45 ans, si on te dit, 60, ok, tu vas pouvoir t'arrêter à 60, par contre, le taux plein, tu n'auras plus, c'est pas la peine de rêver. Quand tu as 40 balais, tu as le temps de préparer quand même. Quand tu as 45 balais, tu as 15 ans pour dire, ok, combien il me faut, je vais avoir tant à 60 balais, combien il va me falloir financièrement pour pouvoir justement m'arrêter à 60 ans. Qu'est-ce que je mets en place à 45 ans ou à 40 ans s'il faut commencer plus tôt? Qu'est-ce que je mets en place? C'est là la réflexion. Je te suis. C'est intéressant. Tu vois, moi, c'est une idée. Ouais. Non, mais c'est une idée qui m'a été émise par quelqu'un d'un bureau d'études, Nicolas, qui est une très bonne idée. Il me dit pourquoi on laisse pas le choix aux gens à 60 ans? Sauf qu'à 60, c'est pas le bol de sangria. Mais je pense que là, on en revient à notre sujet, c'est qu'à la base déjà, on n'est pas conscient de même avec une enveloppe de quel sera le montant final. Donc là, ce que tu amènes, c'est plus de clairvoyance là-dessus. Donc du coup, on peut anticiper. Ouais. Moi, je comprendrais qu'on nous dit, OK, 60, mais bon, par contre, si tu pars à 60 au lieu de 65, tu penses bien que ça va être 30%. Je dis n'importe quoi, mais pas 50%. OK, très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Moi, il va me manquer combien pour vivre correctement? C'est savoir à quoi s'en tenir, en fait, quoi. Savoir à quoi s'en tenir. Aujourd'hui, tu pars à 60, donc sauf quelques cas, bien sûr, 1 ou 2% de la population, même pas 1% de la population française. Certains pourraient même s'arrêter, ceux qui tapent dans un ballon rond, ils peuvent s'arrêter de travailler aujourd'hui s'ils veulent. Pas tous, hein, mais les grandes stars. Bien sûr. Après, là, ça devient les cas particuliers. C'est des cas particuliers, mais l'idée, c'est ça, de laisser un petit peu de liberté aux personnes. En revanche, inciter le citoyen à se composer son capital épargne pour la retraite. Enfin, moi, je comprendrais ça. Et puis après, si la personne, elle veut aller jusqu'à 65 et 66, mais libre à elle. Tu vois? Il va être temps de conclure cet épisode, Claude. Bon, j'espère que, parce que bon, je pourrais continuer si tu veux. Oui, je sais, mais on va essayer de tenir sur 40-45 minutes. Une dernière question. Oui. Une dernière question, ce serait, qu'est-ce que tu proposes comme petit défi, comme call to action, comme action concrète pour quelqu'un qui nous écoute, qui dit oui, ok, ça m'a intéressé. C'est vrai que je me suis jamais intéressé à tout ça. Qui est plutôt notre cible, hein. En général, les gens qui écoutent Trouver ça va, en moyenne, ont la quarantaine, mais évidemment, il y a des gens de 20 ans et des gens de 70 ans, il y a tout. Mais qu'est-ce que tu leur proposes de faire? Qu'est-ce que tu proposes de faire à un auditeur, une auditrice? Une chose très simple. Vous allez sur le site l'assurance-retraite.fr, vous téléchargez votre relevé individuel de situation électronique, votre relevé de carrière, et vous commencez à regarder. Tout ce qui vous semble étrange, vous l'entourez, et si vous avez besoin, vous savez où on est. Ok. Et toi, tu proposes pour les auditeurs, pour notre communauté Alban, toutes les personnes qui nous feront part de leur intérêt, moi je leur offre en tout cas un audit complet
d'une heure minimum pour faire un point sur leur carrière. Après, chacun fera ce qu'il veut. Mais je pense que ça peut déjà ouvrir des destinations et puis avoir une vision un petit peu plus claire sur ce qu'il faudrait faire. Voilà. Merci beaucoup, Claude. On est obligé de De rien, s'arrêter là Laurent, parce merci. que sinon ce sera trop long. Mais merci pour tous ces conseils et je te souhaite le meilleur pour la suite. Je te remercie. Bon, merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité. Merci. Avec plaisir. Et merci à vous qui avez suivi cette émission. Et on n'avait pas de questions, donc voilà, on s'arrête là. Je termine le live. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez besoin de conseils de carrière pour vous-même ou pour vos collaborateurs, vous pouvez me retrouver sur albanmas.com.